Mr. Mozart Marshall, Mr. Suresh Xavier, and Cette fois-ci, nous voici attirés par un voyage dans l'Europe du Nord, et plus particulièrement sur le nord de la Norvège. Après une escale à Oslo, nous atterrissons à Bodø. Quelle sérénité! Nous avons quitté une France trépidante suite à l'élection présidentielle. La ville est tranquille, peu de voitures, de la place partout. Complètement détruite en 1940, la capitale du Nordland bénéficie d'un cadre somptueux à l'entrée du Saltfjord. « 22 heures, une belle luminosité et une température de 12 degrés. Après une nuit reposante, Bodø sera notre base de départ pour notre traversée vers les îles Lofoten. Plus de 4 heures seront nécessaires pour franchir les 80 km qui nous séparent des îles. La Norvège est un pays tout en longueur, représentant environ la moitié de la superficie de la France, qui abrite 5,2 millions d'habitants. Ce qui en fait le pays le moins densément peuplé d'Europe. Depuis le bateau, les montagnes des îles Lofoten plongent dans la mer, semblables à des murailles. Sur l'île de Moskenes, nous allons faire donc les îles Lofoten à partir de ce point, au sud des îles, et remonter jusqu'à Fiskebøl. Fin d'après-midi, on prendra un autre bateau pour 40 minutes pour rejoindre l'autre archipel jumeau, le Storolen. Le cabillaud de l'océan Arctique vient frayer chaque année dans l'archipel des îles Lofoten. Pêché, salé et séché à l'air libre, il prend le nom de morue. Les maisons en bois sont peintes de toutes les couleurs. Tout le monde a son bateau. Les têtes de poisson sont valorisées dans l'industrie agroalimentaire.
Une grande partie de la morue pêchée ici part au Portugal. Nous retrouvons sur cette carte le tracé de notre périple sur les îles. Le tourteau. Pour faciliter l'accès, de nombreux ponts enjambent les bras de mer. Le printemps est là. Des fleurs jalonnent la route. Les Lofoten regroupent 6 grandes îles et une multitude d'îlots. Leurs vallées en cuvette et leurs pics déchiquetés offrent un merveilleux écrin aux fjords, aux landes, aux fermes et aux hameaux de pêcheurs. La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, ni de la zone euro. L'unité monétaire est la couronne norvégienne. Cette église date de 1898 et elle a fière allure. Surnommée la cathédrale des Lofoten en raison de ses dimensions, elle peut accueillir 1200 personnes. Slovar, important port de pêche, a aussi ses manifestants contre la chasse à la baleine. Pour rejoindre le sud de l'île Hatseloy, pas de pont. La découverte de vastes gisements pétroliers en mer du Nord, vers la fin des années 1960, a hissé la Norvège au 3e rang d'exportateur mondial de gaz naturel. Le niveau de vie est élevé. Les Norvégiens arrivent au 4e rang sur 38 des revenus, juste après la Suisse. La France est au 9e rang. Après une bonne nuit à Stokmarknes, nous repartons pour Sortland. L'acier de ce pont a été récupéré sur le plus grand cuirassé allemand de la Deuxième Guerre mondiale, le Tirpitz. Immobilisé, puis coulé au large de Tromsø par l'aviation anglaise en novembre 1944.
au-delà de cette première ligne de crête que vous voyez, c'est la Suède. Nar, ça veut dire étroit. Vik, qu'on retrouve dans Narvik. Les Allemands, souhaitant protéger leur approvisionnement en acier suédois, envahissent la Norvège en avril 1940 pour prendre le port de Narvik. La France et l'Angleterre organisent une expédition pour l'en empêcher. Mais la déroute des armées franco-britanniques en Belgique force les Alliés à rappeler leur corps expéditionnaire. Les Allemands reprirent la ville en juin. En ce mois de juin, il fait encore froid. Les lacs sont à peine dégelés. À table. Ouais. Une promenade digestive dans un ancien village de 1860, constitué de plusieurs corps de ferme, maisons d'habitation, granges, forges, écoles. Sur le bord de la route, arrêt shopping chez les Samis. Nous approchons de Tromsø, placé à la même latitude que le nord de l'Alaska. C'est la plus grande ville de la zone polaire. Le port fut pendant longtemps le point de départ des expéditions vers l'Arctique. Ce bateau rouge, c'est l'Express côtier. 12 navires desservent 34 escales, sillonnent la côte tout au long de l'année. Consacrée en 1965, la forme de la toiture de cette cathédrale symbolise l'aurore boréale qui illumine les longs mois d'hiver de Tromsø. Le musée polaire est dédié à la chasse et aux expéditions polaires. Il retrace le voyage de Fridtjof Nansen jusqu'au pôle Nord à bord du Fram et la vie de l'explorateur de l'Antarctique Roald Amundsen. Des expositions sont consacrées aux chasseurs, aux trappeurs et rassemblent toutes sortes d'objets laissés dans toute la Norvège du Nord. Le musée est entouré d'entrepôts, de dortoirs pour pêcheurs et de différents bâtiments en bois robuste remontant aux années 1830. Pour atteindre Alta, il faudra traverser plusieurs fjords en bac. Overfarten vil ta ca. 40 minutter. Her er en kort sikkerhets
redningsinformasjon. Redningsvesta er plassert i skap på bildekket. Ta på deg vesten når du får melding om dette. Redningsvesten tas på som en jakke. Du finner instruksjon om dette i salongen og ved flåtestasjonene på bildekket. Nødutganger er merket med grønne exit-skilter. Skulle det oppstå en nødsituasjon, vil du høre et alarmsignal på 7 korte og et langt signal i alarmanlegg og i skipets fløyte. L'on croise de nombreuses fermes d'élevage de saumon. Mais l'aquaculture montre également les limites de l'élevage industriel. La France est le premier importateur de saumon norvégien. La quantité de neige est très variable d'une vallée à l'autre. La proximité de l'océan Atlantique et le Gulf Stream adoucissent les températures. Arrêt sur le site rupestre d'Alta pour admirer les gravures d'un peuple vivant de chasse et de pêche, mettant en évidence leurs croyances et leurs rites. Donc ce que nous allons voir, ce sont des gravures rupestres qui datent de 6000 à 8000 ans avant Jésus-Christ. Elles sont plus anciennes que Khéops. Alors ici, on a un groupe de gravures rupestres assez conséquent. On a ici une embarcation. Je ne sais pas si vous la devinez. Il y a le pêcheur qui se trouve au-dessus ici. La peinture qui est utilisée, c'est la peinture de nos jours. C'est le rouge de Fanin. À l'origine, il n'y avait pas de peinture. On n'en a jamais trouvé trace. Ce sont les autorités du musée qui, dans un premier temps, l'ont fait pour que le visiteur les voit. Et on revient un jour de pluie, il n'y a plus rien, on ne voit pas. Nous avons ici les dauphins en dessous des élans. 2 dauphins. Un peu plus loin, nous avons une femelle élan avec ses 2 petits derrière. Un peu plus haut, vous avez un homme avec un arc. Alors il est en train de chasser des rennes. Alors pourquoi les chasser? Parce qu'ils sont déjà dans le parc. Nous reprenons la route vers le nord, car ce soir, nous devons arriver au Cap Nord. Nous surveillons le paysage pour tenter d'apercevoir des rennes. Les voici. Alors donc elles mettent bas à un seul petit, ces femelles. Jamais 2. Il n'y aurait pas assez de lait. Il y a une femelle qui a encore ses bois de l'année dernière. La petite jeune là. Le navigateur anglais Richard Chancellor baptisa le Nordcap en 1533 alors qu'il cherchait une nouvelle route pour la Chine. Un tunnel routier sous-marin de 7 km sur 200 mètres de profondeur, passant sous le détroit, nous permettra d'atteindre l'île de Mageroya.
1957, on ouvre cette route d'accès au Cap Nord. Il y a l'Office du tourisme. C'est une pointe rocheuse. Et pour les Samis, donc ça représente un lieu divin. La falaise de 307 mètres de haut, plongeant à pic dans l'océan glacial arctique, fut longtemps considérée comme le point le plus septentrional d'Europe, avec 71 degrés 10 minutes de latitude nord. On y observe le soleil de minuit du 14 mai au 30 juillet, soit une journée de 1440 heures. La chance est avec nous. Le temps est suffisamment dégagé pour que nous puissions profiter du spectacle. Par très beau temps, l'on peut admirer la lente descente et la remontée du soleil. Creusé dans le roc, le hall du Cap Nord offre une vue panoramique sur la côte, bien au chaud. Parmi les visiteurs célèbres, on peut citer le prince français Louis-Philippe d'Orléans, futur roi des Français, en été 1795, alors en exil du fait de la Révolution. Le roi Oscar II de Suède et de Norvège en 1873, et même le roi de Thaïlande en 1907. Il est plus de minuit. Le soleil n'a pas voulu se coucher. Mais nous, si. Après un bon petit déjeuner, cette fois, cap plein sud. Depuis au moins Tromsø, nous roulons en territoire sami. C'est un peuple nomade qui vit au nord de la Scandinavie, à cheval sur la Russie, la Finlande, la Suède et la Norvège. Ce parc nous présente le mode de vie, les habitations et la culture sami. Ils migraient de place en place au cours des saisons pour rechercher les meilleurs pâturages de lichen pour leurs reines. Actuellement, ils sont toujours attachés à préserver autant que possible leur liberté, leur identité et leur dignité. En attendant, on va manger du renne. C'est idiot, comme ça, c'est interdit de fumer. Nous roulons maintenant en Finlande et nous constatons que c'est bien le pays le plus boisé d'Europe. Surnommé le pays des 1000 lacs, la Finlande en compte jusqu'à 187 000. Un vrai labyrinthe bleuté de lacs, d'îles, de rivières et de canaux entrecoupés de forêts. Nous embarquons pour une promenade sur le lac Inari, long de 80 km et large de 50.
Le lac est très poissonneux. La végétation des rives est abondamment plantée de magnifiques sapins. Des kilomètres sans croiser personne. Sensiblement de la même superficie que la Norvège, les 5,3 millions d'habitants sont plutôt regroupés dans le sud du pays, vers Helsinki. À gauche, en direction de Mourmansk, c'est la Russie. Ici, c'est le royaume des pêcheurs et de la tranquillité. Un arrêt pour visiter une vieille église en bois, bâtie en 1689. Ce qui est admirable ici, c'est que pour construire cet édifice, aucun morceau de métal. Cette route élargie sert également de piste d'atterrissage de secours. Au-delà du cercle polaire, le soleil restera au-dessus de l'horizon pendant au moins 24 heures consécutives, au moins une fois dans l'année. C'est le soleil de minuit. Et c'est à cet endroit que le Père Noël a décidé de s'installer. Il reçoit le groupe dans sa magnifique demeure. Et il pourra même nous poster des lettres, écrites ici, que nous ne recevrons qu'à Noël 2017. Visite de ce centre scientifique et du musée qui valorise la nature, les cultures et l'histoire du Nord. En soirée, vol en direction de la capitale. Avec ses 600 000 habitants, Helsinki est la ville la plus peuplée de Finlande. Notre hôtel, de style Art Nouveau des années 1920, est situé sur le port, à proximité des lieux touristiques. De bon matin, nous découvrons la place du Sénat, autrefois surnommée place Alexandre II, à la gloire du tsar de Russie, mort en 1881. Sobre, toute blanche, la cathédrale de l'église évangélique luthérienne de Finlande est d'un style néoclassique. Ce monument, que l'on appelle la forêt d'acier, est entièrement dédié au grand compositeur finlandais Jean Sibelius, mort en 1957 près d'Helsinki. De confession luthérienne, cette église, radicalement différente des lieux de culte habituels, est construite au cœur d'un ensemble rocheux. Le dôme de cuivre est directement maintenu par des armatures et fixé sur les rochers.
excellente acoustique, cette église récente, de 1969, a une vocation polyvalente. Là, on a un vrai musée à ciel ouvert là, de bateaux, là, regardez donc tous ces gréements là. C'est magnifique. En hiver, la mer Baltique est gelée et l'on doit utiliser des brise-glaces pour maintenir les transports maritimes. Ce type de navire peut briser jusqu'à 5 mètres d'épaisseur de glace. À 50 km à l'est d'Helsinki, Porvoo est l'une des plus anciennes villes du pays. La cathédrale date du XVe siècle. Les parties les plus anciennes datent du XIIIe. L'intérieur est richement décoré pour une église luthérienne. Le patrimoine historique de Porvoo est particulièrement bien préservé avec son superbe ensemble de maisons en bois dans des rues pavées. De retour à Helsinki, nous terminons notre journée en flânant dans la ville. Située sur l'esplanade, la brasserie Capelli est une institution à Helsinki. Il fait beau, alors champagne sur la terrasse. Cette fois-ci, cap à l'ouest, en direction de Turku. La cathédrale est commencée en 1280 et s'achève 200 ans plus tard. Pendant des siècles, elle représente l'un des hauts lieux de la chrétienté nordique. L'édifice abrite un monument à la gloire de Mikael Agricola, réformateur finlandais et disciple de Luther, devenu plus tard évêque de Turku. Le château, construit en 1280, est destiné à l'époque à défendre Turku, constitue l'un des monuments historiques essentiels de Finlande.
La puissante construction en granit gris comporte 2 corps de logis réunis par 2 tours massives. Une grande exposition présente la chronologie du château à travers les siècles avec des sculptures médiévales de la chapelle des nonnes et de l'église Sturenne. Ces belles finlandaises nous accueillent dans la seule zone continue de maisons en bois épargnée par l'incendie qui a ravagé la ville de Turku en 1827. Les bâtiments de plus de 200 ans s'érigent toujours sur leur lieu d'origine. Ils étaient situés à la périphérie de la ville, où les terrains étaient bon marché. La colline était donc peuplée principalement par des pauvres qui ont vécu pendant longtemps en autosuffisance économique rurale. Afin de préserver ces bâtiments historiquement importants pour la ville, la zone fut transformée en musée de plein air, comprenant des ateliers d'artisanat de Turku, voués à la disparition avec l'industrialisation. Le musée fut complété par des intérieurs de maisons pour décrire le style de vie et de l'habitation du XIXe siècle. C'est notre dernière journée en Finlande. Ce soir, nous serons de retour à Paris. Sur le port, nous attendons le bateau-bus qui nous déposera en 20 minutes à la forteresse de Suomenlinna. Le temps est avec nous pour notre promenade dans la rade d'Helsinki. Cette forteresse maritime, édifiée au XVIIIe siècle sur les îles situées au large, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 1748, la Finlande appartient au royaume de Suède. Les travaux de construction de la forteresse maritime sont entrepris sous la direction d'Augustin Ehrensvärd, dont voici le monument funéraire. Faire disparaître beaucoup de choses russes. Heureusement qu'on a gardé le bassin. Ce chantier naval figure parmi les plus vieux docks du monde, toujours en activité. Situé à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest, Helsinki a depuis toujours été pris en étau entre la Suède et la Russie. Les canons des remparts orientés vers l'Ouest témoignent aujourd'hui encore de la période sous pouvoir russe au XIXe siècle. Depuis quelques années, des oies bernaches nonnettes s'installent sur l'île à l'année. Notre périple scandinave de 2300 km se termine sur la rade d'Helsinki, face au ferry, assurant la navette vers Stockholm, en Suède.